Bonjour à vous. La Fédération culturelle canadienne française, la FCCF pour les intimes, vous souhaite la bienvenue au Centre national des arts et sur Air Ouverte, événement spécial, événement hybride aujourd'hui. Il est 9 h à Vancouver, 10 h à Edmonton et à Whitehorse. Il est 11 h à Winnipeg et à Saskatoon. Il est midi à Toronto, à Ottawa et à Montréal. Il est 13 h à Moncton et à Halifax. Et il est même 13 h 30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, ici au Forum des membres et à la place de la francophonie virtuelle en ligne. Il est toutes ces heures-là. Ce pays, comme ce rendez-vous, est complètement tada. J'ai... oui, parce que là... Pour toutes les personnes qui sont connectées en ligne, vous pouvez appuyer sur la touche F de votre clavier frénétiquement. Ça va jeter des confettis et peut-être une salle d'applaudissements. On l'entend. Merveilleux. Oh, waouh. Quel accueil, quel accueil. Ok. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Vallée et Anastasia Vaillancourt, respectivement président-directeur général et directrice générale adjointe de Culture pour tous. Culture pour tous est un organisme à but non lucratif qui s'est donné pour mission de déployer des stratégies et des actions accessibles, inspirantes et inclusives visant à faire connaître et aimer la culture, facteur essentiel d'épanouissement et de santé des communautés et de susciter l'engagement des organisations et des citoyens envers et avec la culture pour façonner ensemble notre culture collective. Michel Vallée est reconnu comme expert en médiation culturelle et en culture à impact social et sur la santé. Ses actions lui ont valu plus de 25 prix nationaux et internationaux et l'ont amené à prononcer plus de 150 conférences au Canada et dans plus d'une douzaine de pays d'Amérique latine, d'Europe et d'Asie et maintenant même sur Air Ouverte, Rock On. Depuis son arrivée à Culture pour tous en 2021, l'organisme démontre son leadership en matière de démocratisation de la culture en invitant le Québec et les francophonies canadiennes et acadiennes à s'engager envers la culture, nos identités et les rencontres à créer. Anastasia Vaillancourt est diplômée de l'UQAM en études littéraires et cumule depuis plus de 25 ans différentes expériences en gestion de projets et d'organisation culturelle. Depuis 2019, elle travaille activement sur un projet de mutualisation en partenariat et en concertation avec différents acteurs culturels du Québec et de la francophonie en situation minoritaire. Plus récemment, elle contribue à la mise en œuvre de la toute dernière fiducie d'utilité sociale de données culturelles, Culturepédia. À une époque où les données alimentent l'innovation, le plaidoyer et la prise de décision, il est devenu de plus en plus crucial d'établir des cadres qui donnent la priorité à la vie privée, à la sécurité et à la transparence, tout en exploitant l'immense potentiel des données. Les fiducies d'utilité sociale de données offrent une solution qui concilie ces besoins et ouvre la voie à un écosystème de données plus inclusif, plus sûr et plus éthique. Découvrez comment Culture pour tous a établi ses premiers cas d'usage dans l'environnement de Culturepédia à partir de l'utilisation des données de son événement phare, les Journées de la culture. Encore une fois, en ligne, je vous demande d'appuyer sur la touche F et ainsi d'applaudir chaleureusement nos invités et au Centre national des arts aussi. Excellent. Et il va y avoir une compétition, hein? Ok. Parfait. Alors, Michel et Anastasia, je vous invite à amener vos avatars sur la petite scène, ce qui va vous donner l'option de porte-voix, surtout pour les gens qui sont connectés sur Air Ouverte. Alors, Michel, il faut que tu déplaces ton avatar. Il y a quelqu'un qui s'appelle Victoria. Victoria, merci de sortir de la petite scène du Café Culture, s'il te plaît. Ou en tout cas de laisser le micro coupé. Ok, parfait, génial. Bien, c'est à vous. Alors, Anastasia et Michel, c'est à vous. Il faut juste que vous enleviez votre micro. Super. Bonjour tout le monde, très heureux d'être avec vous. On m'entend bien, Sven? Tout va bien? Oui, on t'entend très bien.
Excellent, très heureux d'être avec vous, avec toutes ces acclamations et ces confettis en plus, ça donne un stress supplémentaire, mais vraiment heureux d'être avec vous, pour pouvoir vous parler dans les prochaines minutes de, ce projet, fabuleux, disons-le, qui nous excite énormément à Culture Pédia, dont nous avons, le privilège de, travailler entre autres, avec, la FCCF comme partenaire de ce projet, donc très heureux, d'y être. Et donc, on va aujourd'hui vous présenter ce qu'est Culturepédia, mais tout d'abord, Sven l'a très bien fait, la mission de Culture pour tous touche les droits culturels, la citoyenneté culturelle, les perspectives de développement durable par la culture, comment la culture peut, d'une façon transversale, venir influencer nos collectivités, venir nous influencer aussi individuellement, puisque ce à quoi on croit, ben, c'est cette culture qui à la fois nous définit, mais nous réunit également et nous engage surtout envers notre propre développement, notre développement collectif et cette culture-là qui, bien sûr, ne mérite que d'être embrassée par chacun d'entre nous et d'être partagée. Et c'est pour cette raison que nous visons énormément le pan de découvrir ensemble quels sont réellement les impacts sociaux de la culture et sur la santé globale et individuelle. Cette culture, on le sait, a des impacts dans nos collectivités. On a des histoires formidables à raconter. Je suis persuadé que plusieurs, sinon chacun d'entre vous, aurait vraiment des histoires incroyables de comment la culture nous transforme, comment la culture nous développe nos réseaux, nous donne des ailes finalement. Et, mais on aimerait pouvoir joindre de ces discours et de ces histoires une donnée pour venir nous, comment je dirais, donner plus de poids à nos recherches de financement, entre autres, donner plus de poids à tout ce qu'on a besoin d'aller chercher comme partenariat également pour continuer ensemble à travailler cette culture qui change nos vies au quotidien. Donc, comment on a fait ça? C'est que depuis les dernières années, on a travaillé, entre autres à partir du plan culturel numérique, à développer des partenariats très étroits autour de cette question qui tantôt parlait de données, tantôt parlait de mutualisation. Et on en est venu à développer une compréhension commune de ce que nous avions besoin. Ce que nous avons besoin, entre autres, c'est de pouvoir oui, sonder les différents publics autour de la culture pour voir de quelle façon la culture les rejoint, de pouvoir aller chercher ces données-là qui vont nous décrire quel est leur réel impact. Et pour ce faire, ben, nous le faisons avec des partenaires qui nous ont permis de développer cette plateforme qui à venir, mais je dirais en construction quand même assez, assez rapide du côté qui devient donc Culturepédia. Nos partenaires fiduciaires, partenaires de réalisation, partenaires de financement, pourquoi c'est divisé ainsi? Bien, simplement parce que ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est le fait d'avoir créé une fiducie d'utilité sociale pour pouvoir se doter d'un moyen de transport sécuritaire pour la donnée culturelle, et ça partout au pays. De quelle façon cette donnée-là peut faire partie justement d'un écosystème à la fois sécuritaire et tout à fait éthique? C'est ainsi qu'est née la fiducie. La fiducie est donc rassemble des fiduciaires directement qui en sont responsables. Anastasia va vous donner quelques détails tantôt. Nous parlons donc ici des représentants de Culture pour tous, de la FCCF, du TIES, de la Vitrine et de Les Arts et la Ville pour l'instant. Mais, bien entendu, ça n'aurait pas été possible sans des partenaires de réalisation vraiment qui travaillent de très, très près. Donc, certains sont présents en ce moment sur la plateforme ce midi. J'ai nommé nos partenaires étroits de la Cogency qui pensent le concept de Culturepédia avec nous, qui le font vivre avec nous. Un grand merci, mesdames, d'être avec nous là-dessus. Un grand merci à Yves également, de Flo, d'être là au niveau juridique. Il y a aussi Artenso qui est là. Il y a Synapse C. Tous des partenaires importants qui font en sorte que, que Culturepédia peut simplement exister grâce, bien entendu, au fondement financier du Conseil des arts du Canada et de Patrimoine Canada.
Donc, je vais laisser la parole immédiatement à Anastasia pour entrer dans le cœur du sujet. Et surtout, je vous avertis immédiatement, dans les prochaines minutes, vous allez vivre un tsunami d'informations. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont vous être transmises. Alors, je vous invite, n'hésitez pas à vous prendre des notes, puisqu'on veut vraiment se garder les dernières minutes pour pouvoir discuter ensemble, parce que ce qu'on vous présente aujourd'hui, ben, c'est un avion qui est en construction, en plein vol. Il y a plein d'éléments qui arrivent autour, mais des éléments qui vont pouvoir faire en sorte qu'on va se doter ensemble d'un outil pour enfin réussir à trouver de la donnée probante pour prouver l'impact social et sur la santé individuelle et collective de la culture. Anastasia, je te laisse la parole pour la suite. Merci Michel. Bonjour tout le monde. Très contente d'être là pour présenter Culturepédia avec Michel. Donc, si vous googlez Culturepédia, vous allez tomber sur le microsite qui, pour le moment, est vraiment le microsite informatif. Donc, excusez-moi, je me familiarise avec mon... Voilà. Donc, avant d'en arriver aux fameuses données injectées dans le réservoir et dans la fiducie, donc les fameuses données des Journées de la culture, on va passer à travers l'environnement, en fait, de Culturepédia pour que vous puissiez en comprendre les grandes lignes. Donc, comprendre pourquoi on a choisi la fiducie d'utilité sociale. Donc, je vais y aller quand même assez rapidement. Comme Michel le disait, il y a beaucoup d'informations. Donc, à la fin, on pourra répondre aux questions. Peut-être aussi vous dire que, comme Michel l'a dit, on construit l'avion en vol. Donc, autrement dit, en ce moment, ce qu'on vous présente, c'est vraiment là où on en est rendu. Donc, le projet n'est pas terminé. On termine une première phase. Il y en a une seconde qui va commencer en 2024. En ce moment, ce qu'on vous présente, c'est un prototype. Donc, vous allez comprendre que le modèle de la fiducie est un environnement qui est pensé pour une longue durée de temps, mais en ce moment, on travaille à l'intérieur d'une fiducie qui existe pour une durée d'1 an. Voilà, je me lance. Donc, la fiducie d'utilité sociale, c'est un moyen de détenir et d'administrer un ou des biens dans un intérêt qui est général. Donc, c'est un outil juridique vraiment pour administrer, protéger un bien commun. Ici, ce sont les données ou plutôt l'utilisation qu'on fera de ces données-là. Donc, la fiducie d'utilité sociale nous rejoint beaucoup parce qu'elle place l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers des uns et des autres. Donc, ça peut contribuer, dans le fond, à abattre des silos entre des organisations pour les rassembler autour d'une finalité commune. Donc, comment on peut se réunir et mutualiser nos données pour atteindre un but commun. Donc, ici, vous voyez un peu la schématisation de la structure de la fiducie, de Culturepédia en particulier. Au niveau de la gouvernance, des acteurs qui vont y participer, puis des données, dans le fond, des utilisations de la donnée qui vont être faites. Il faut comprendre que le constituant, c'est Culture pour tous. Donc, à la base, on a officiellement été, disons, la bougie d'allumage. Et les fiduciaires, Michel, on va les voir tout à l'heure, mais ce sont les partenaires du projet. Et puis, on pourra à terme aussi avoir des protecteurs. Donc, ce sont ceux qui surveilleront le travail des fiduciaires. Donc, les acteurs, évidemment, il y a des gens qui vont contribuer au niveau des données. Il va y avoir de la transformation, donc il faut nettoyer les données, parfois les sémantiser, les visualiser, les valoriser. Puis il y a les bénéficiaires. Donc, à terme, un contribueur pourra être un bénéficiaire, évidemment. Et au niveau des données, on acquiert les données, on les traite et puis après, on les rend disponibles pour la consultation. À ce moment-ci, Anastasia, je vais me permettre de vous donner un exemple. Imaginez certains d'entre vous en pleine activité ou avec vos partenaires en pleine activité avec des citoyens qui sont là et imaginez dans quelques années être capable de prendre votre téléphone ou votre tablette, d'accéder à la plateforme, d'entrer tout de suite les données de base, de poser des questions aux participants et d'entrer ça à l'intérieur
rester propriétaire de vos données et de permettre à ces données-là d'être croisées avec d'autres données nationales afin de comprendre ce qui se passe au niveau de l'impact social et sur la santé. C'est un peu cette structure-là qu'on vous présente aujourd'hui pour arriver à ces fins-là. Donc, cette fiducie Culturepédia existe depuis bientôt presque 1 an. Donc, elle a été officiellement notariée. Donc, tout ce beau monde-là qu'on voit, nos partenaires fiduciaires et comités consultatifs, on a officiellement signé un acte de constitution de la fiducie. Tout à l'heure, je parlais d'un prototype. Donc, on est sur une durée limitée d'1 an, vraiment pour aller tester la construction de la fiducie, le cadre de gouvernance, et plusieurs autres aspects. Et en février prochain, dans le fond, on va recréer une autre fiducie à durée limitée, mais cette fois-ci pour 2 ans, pour poursuivre le travail. Évidemment, pour construire cette fiducie, on s'est appuyé sur des existants, donc on ne voulait pas réinventer la roue. Donc, on est parti vraiment des principes de déclaration de Montréal sur l'IA responsable. Et on s'est inspiré de la Charte des données numériques de la Ville de Montréal pour le cadre de gestion des données. Donc, vraiment pour toucher à tous les aspects bien communs, droit à la vie privée, sobriété numérique, transition écologique, universalité d'accès, portabilité, interopérabilité, cybersécurité, participation publique et inclusion. Donc, vraiment pour s'assurer de l'équité et de lutter contre les discriminations. Bravo pour l'exercice de diction, c'était excellent, Anastasia. Merci, merci, merci. Donc, une fiducie d'utilité sociale déploie ses activités autour d'une affectation ou d'une vocation. Donc, c'est vraiment ce qui va dicter tout ce qui va se passer dans son environnement. Donc, la vocation de Culturepédia se déploie comme suit. La culture et sa médiation avec ses publics sont porteuses d'impacts positifs qui peuvent se décliner sur de multiples axes de la société, dont la santé, le bien-être des individus et des collectivités, la solidarité, la démocratie, la citoyenneté culturelle, le développement économique soutenable, le respect de l'autonomie des personnes, le contrôle démocratique de l'utilisation des données, l'équité, la diversité, l'inclusion, et la génération et le partage du savoir-faire. Donc, ça, c'est vraiment très important parce que c'est vraiment le cœur vraiment de Culturepédia. C'est ce qui va orienter ce dont on va faire avec de la façon dont on va utiliser les données. C'est ce que vous retrouvez sur le site de Culturepédia. Donc, tantôt, Michel a parlé d'impact, des impacts de la culture sur les impacts sociaux de la culture sur la santé globale des communautés. Donc, nous, c'est ce qui nous intéresse à travers Culturepédia au niveau de la donnée. C'est sûr que en ce moment, ce que je vous montre, c'est tantôt, je disais qu'on était dans un prototype. Donc, on a établi on est en train de travailler le cadre de gouvernance. Donc, pour nous, c'était très important de d'abord consolider la maison. Donc, consolider les fondations, les murs, le toit, vraiment pour avoir un espace sécuritaire, éthique, pour pouvoir accueillir de la donnée. Ce qui se fait aussi en même temps, c'est un travail de notre équipe, c'est vraiment de construire l'environnement technologique en même temps. Donc, au fur et à mesure qu'est construit la gouvernance de données, se construit l'environnement technologique. Et ce que vous voyez là, c'est une capture d'écran dans le fond, de l'environnement qui serait développé à terme. Donc, c'est un tableau de bord auquel on pourra avoir accès, qui nous permettra en fait de voir quelles sont les données qui sont déposées, quels sont l'état de la donnée et pourquoi les données ont été déposées, donc pour répondre à quelle question. Donc, évidemment, nous, on s'intéresse à la mesure de l'impact social de la culture. Et on s'intéresse à ne pas recevoir que des données issues du milieu culturel, mais pouvoir à terme recevoir des données d'autres secteurs, donc du secteur de la santé, environnement, mobilité, etc. Donc, c'est sûr qu'un projet comme celui-là a un objectif précis, mais peut avoir des retombées très larges.
C'est évident qu'en travaillant à augmenter notre littératie et notre capacité de gérer, de structurer nos données, on va contribuer à augmenter la découvrabilité, le rayonnement des arts et de la culture québécoise et franco-canadienne. On contribue à rendre les données culturelles interopérables, interrogeables, partageables et découvrables. On assure une gestion responsable et éthique des données culturelles. On contribue à la toile des données pour enrichir la connaissance qu'on a sur les publics et l'impact de la culture. Et ça nous permet, dans le cadre d'une fiducie d'utilité sociale, de pouvoir confier ces données à une infrastructure sécuritaire, fiable, éthique et pérenne. J'ai mis un petit cœur à côté de contribuer à la toile des données pour enrichir la connaissance qu'on a sur les publics. Parce que, justement, ça nous amène vers les fameux cas d'usage, donc des données des Journées de la culture, en fait, ce qu'on a fait à la dernière édition. Donc, évidemment, tout ce travail-là se fait avec le soutien d'Artenso, le Centre de recherche sur l'art et l'engagement social. On a aussi, en cours d'année, consulté des chercheurs de l'INRS et de l'OMEC et on a des travaux à venir avec CREAT, la chaire de recherche en économie créative et mieux-être. Donc, on s'assure de s'allier d'un bon soutien pour avoir des méthodologies fortes et renforcer, en fait, toutes nos actions. Donc, alors, on se lance. Nous, on appelle ça des cas d'usage. Donc, dans le fond, c'est un peu les différents usages qu'on va faire des données. Donc, les premières données qui ont été déposées dans le réservoir de Culturepédia. Donc, le premier cas d'usage qu'on a fait en cours d'année, c'est de prendre les données descriptives des activités des Journées de la culture de 2014 à 2022 et de les nettoyer, de les sémantiser, déposer dans le réservoir et de les croiser avec des données de géolocalisation pour pouvoir aller créer une carte de chaleur qui est interrogeable à travers différents filtres. Puis pour nous permettre ainsi de voir à travers le temps, à travers différentes thématiques, l'évolution de la participation aux Journées de la culture. Là, on ne parle pas de la participation du public, mais vraiment de la participation des artistes, des organisations à travers le Québec, à travers le temps. Donc, cette première démonstration-là, c'était vraiment pour tester la machine de A à Z. A étant ma collègue Victoria qui a pris ces fichiers Excel, qui les a téléversés. Et ensuite, à partir de là, c'est toute l'équipe derrière Culturepédia qui a travaillé à nettoyer, sémantiser les données, puis qui a fait tout le travail. Donc ça a été notre premier cas d'usage. Donc, on parle de données qu'on avait déjà, nous, dans des fichiers Excel, dans notre organisation. Le deuxième cas d'usage qu'on vient tout juste de faire, c'est une collecte de données, cette fois-ci, donc des nouvelles données, mais auprès du public des Journées de la culture. Donc, c'était une première pour nous parce que depuis 27 ans, les Journées de la culture existent, mais on n'a aucune donnée directe du public. Donc, cette première démarche-là visait à mieux connaître le public des Journées de la culture et aussi, surtout, à aller tester des outils qu'on est en train de développer pour pouvoir faciliter la collecte de données, mais pas seulement par nous, mais par nos partenaires de réalisation. Donc, il faut savoir que à chaque année, c'est c'est plusieurs centaines, plus de 1000 partenaires de réalisation qui déploient des activités partout au Québec lors des Journées de la culture. Donc, c'était de voir est-ce qu'on serait capable à terme de pouvoir procurer des outils à chacun de ces partenaires-là pour aller collecter de la donnée auprès du public pour mieux connaître le public des Journées de la culture. Donc là, on a testé la machine en recrutant 50 organismes partenaires, donc des OBNL, des villes, des MRC, institutions muséales. On a bâti une trousse d'outils pour le déploiement du sondage. On a créé des identifiants uniques pour chacun des partenaires pour pouvoir restituer les données. Donc, on est en train d'analyser l'ensemble des données pour l'ensemble du territoire, mais l'idée, c'était de pouvoir redonner à chacun, dans le fond, les données en lien avec leur public ou les personnes qui ont fréquenté leurs activités. Donc, on a touché à 16 régions administratives. Pour le moment, on a eu près de 2000 entrées au sondage.
Mais pour les formulaires entièrement remplis jusqu'au bout, on en a eu 287, puis on a 64 participants là-dessus qui ont répondu intéressés à participer à une étude plus poussée. Donc, l'analyse des résultats est en cours. Le rapport est à venir en 2024. On va pouvoir le retrouver sur le site de Culturepédia. Et on va pouvoir consulter la fameuse carte des chaleurs également qui va être disponible à ce moment-là. Et notre objectif, suite à cette première expérience-là, c'est de recommencer. Donc, de recommencer, mais peut-être y aller plus largement. Parce que l'idée, dans le fond, c'était de tester puis de voir là où ça a bien fonctionné, moins bien fonctionné. Donc, on est en train de tirer les conclusions puis de voir comment on pourrait faire mieux et plus pour l'an prochain. Et l'idée, c'est de pas nécessairement penser à collecter de la donnée auprès du public juste des journées de la culture, mais c'est de tester des outils de collecte qui pourront après servir, dans le fond, à l'année. Dans toutes sortes d'activités culturelles auprès de toutes sortes d'organismes, d'artistes et de travailleurs de la culture. Le cas d'usage numéro 3, donc peut-être avez-vous vu passer sur les réseaux la campagne de promotion de la culture par la voix des jeunes Culture Tue. Donc, c'est un projet, un autre projet de Culture pour tous qui a pris le pari d'être le porte-voix des jeunes de 15 à 24 ans pour les entendre sur leur rapport à la culture, leur engagement face à la culture. Et au-delà des messages porteurs et des témoignages, on souhaitait également en profiter pour aller sonder les jeunes sur leurs pratiques culturelles, sur leur compréhension de la culture, sur qu'est-ce qui les allume et tout. Donc, on a encore là déployé des outils et il y a un sondage en ce moment qui circule à l'échelle nationale et pour lequel on pourra publier aussi les résultats à partir de 2024. Donc, la prochaine étape, et j'arrive à la conclusion de notre présentation. Tantôt, je vous parlais de Culturepédia première phase. On va entrer dans la deuxième phase. Donc, l'idée, à partir de maintenant, ça va être de co-construire avec des partenaires multisectoriels un cadre de référence en matière d'études des effets sociaux de la culture, du développement de la citoyenneté culturelle, de la santé des communautés. Donc, pour pouvoir accueillir de la donnée dans Culturepédia, il faut se doter d'objectifs, d'indicateurs, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut aller mesurer. Donc, on veut renforcer les méthodologies de collecte de données mises en œuvre dans le cadre du projet. On souhaite aussi accompagner 7 organisations culturelles pour en faire des contributrices à Culturepédia et co-construire des tableaux de bord avec ces dernières. Donc, tantôt, je vous montrais une capture d'écran d'un tableau de bord. Donc, on souhaite personnaliser les tableaux de bord pour que ça fasse du sens pour les utilisateurs. On veut aussi explorer des données ouvertes pertinentes à ajouter au réservoir de Culturepédia. On veut tester les composantes de notre cadre de gouvernance concrètement et éventuellement pouvoir intégrer de l'IA et poursuivre le développement de l'environnement technologique. En mode, je ne peux pas vous dire en mode quoi, mais je ne suis pas allée au bout de mon idée. Bon. Donc, voilà, je pense qu'on est dans les temps, Sven, je ne sais pas. Hein? Alors, je vais peut-être juste conclure rapidement. Oh, excuse-moi, Sven. Je vais peut-être juste vas-y, conclure rapidement en disant qu'on est là pour accueillir vos questions, si on a encore le temps, bien sûr, parce que pour nous, c'est important, vos commentaires également. Mais juste vous dire que ce qu'on veut faire avec Culturepédia, c'est simplement assumer plus que jamais que la culture, oui, elle est faite de beau. La culture est faite de notre identité. Puis la culture est aussi faite de ces humains qui se transforment grâce à elle et du travail incroyable que vous faites dans vos collectivités. Maintenant, de quels outils pouvons-nous nous doter pour nous permettre d'aller encore plus loin et de prouver les impacts que vous avez dans vos collectivités? Et c'est de ça dont on parle avec Culturepédia. Donc, un grand, grand merci à vous tous pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Sven, on te laisse gérer le tout, mais nous sommes là pour vous.
Non, merci beaucoup Michel, merci beaucoup Anastasia. Au niveau des questions, c'est juste que ça va demander un petit peu d'organisation entre le public que j'ai au Centre national des arts et le public nombreux qui est connecté sur Air Ouverte. Pour les personnes qui sont sur Air Ouverte, je vais peut-être pas vous demander de déplacer votre avatar jusqu'au micro pour poser votre question. Peut-être le plus simple, ce serait de la poser dans le chat. En bas à droite, vous voyez 2 petites bulles et vous êtes capable d'écrire votre question à everyone. Et je devrais être capable de la relayer ensuite. Si ça fonctionne pas, n'hésitez pas dans ce cas-là à approcher à côté de mon avatar pour être à côté du micro pour qu'on entende votre question. Je vais commencer peut-être par un tour une ronde de questions ici au Centre national des arts. Est-ce que... Voilà, j'ai les mains levées. Si Michel et Anastasia, vous n'entendez pas bien, je retransmettrai. Bonjour, je vais peut-être me présenter. Je suis Lambert, vice-présidente pour les organismes artistiques à la Fédération. Anne, tu peux parler un petit peu plus fort, n'hésite pas. Plus fort, ouais. Parfait. Félicitations, je suis vraiment très emballée par ce projet. Je vois plein de potentiel et de ramifications. En tout cas, je suis aussi impressionnée par le niveau de participants que vous avez eu lors de la prise d'échantillons au sujet des Journées de la culture qui ont lieu d'ailleurs à la grandeur du pays. Alors, j'ose imaginer qu'un jour, vous pourriez regarder ce qui se passe aussi ailleurs qu'au Québec. Et ça m'amène à une toute première question. Lorsque ce sera le temps, effectivement, de prendre votre expérience sur les Journées de la culture et pour tout autre événement ailleurs au Canada, et que vous voulez vous assurer d'une bonne participation avec des formulaires, est-ce que vous avez réfléchi, par exemple, aux obstacles langagiers? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des francophones à plusieurs vitesses de croisière langagière qui participent aux événements, mais qui seraient peut-être bloqués par la nature des formulaires. Alors, est-ce qu'il pourrait être bilingue? Est-ce qu'il pourrait être plus convivial? En tout cas, je suis curieuse. Puis d'ailleurs, ma toute première question vraiment de base, c'était étiez-vous satisfait et ou surpris du taux de participation lors de laquelle il a été donné? Est-ce que Michel, c'est bon? Je m'avance pour des premières réponses. Ben oui, c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, on avait prévu le coup avec des formulaires papier pour les gens qui seraient peut-être moins à l'aise avec la proposition, c'est-à-dire le code QR à scanner avec le téléphone, accéder au formulaire, remplir les questions. Donc, on a eu quelques formulaires papier. Est-ce qu'on va continuer dans cette voie? J'imagine que oui. Je ne peux pas présumer de l'avenir, mais c'est sûr que la méthode de collecte va être à perfectionner, mais on avait déjà prévu cet aspect-là. Donc, après ça, est-ce qu'on pourrait se heurter à d'autres enjeux au niveau de l'accessibilité du formulaire? Oui, absolument. Puis, ça va faire partie des aspects à envisager là, pour la suite. Et si je peux me permettre, Anastasia, ce qui est important pour nous, c'est d'être le plus accessible possible. C'est une préoccupation de l'ensemble des équipes et des fiduciaires également. Il y a eu plusieurs discussions là-dessus. Alors, si pour certaines cueillettes de données auprès des citoyens, il faut avoir quelqu'un avec un pad qui répond avec la personne parce qu'il y a une problématique d'écriture, de lecture ou peu importe, ben, ce sera ça. On l'envisagera et on verra de quelle façon on pourra l'articuler. L'objectif là-dedans, c'est de faire en sorte que l'outil vienne vraiment en appui à ce qu'on veut faire, aux réponses que l'on veut obtenir et non pas tout faire pour pouvoir ne répondre qu'à l'outil. Il faut que l'outil nous soit utile plus que ce que nous puissions être utiles à cet outil. Donc, voilà, donc l'outil doit vraiment nous servir à atteindre nos fins, non pas le contraire. Fait qu'en effet, il y a une ouverture là-dessus. J'aime beaucoup votre question parce qu'elle vient réinsister pour l'ensemble des partenaires qui sont branchés en ce moment sur cette importance-là d'être inclusif, mais dans le moindre détail. Merci beaucoup. Oui, puis l'autre aspect aussi qui est important, c'est la notion de protection des données personnelles. Donc, ouais. C'est sûr que tous ceux qui ont répondu au sondage ne sont pas retraçables. Donc, ça, c'était très important, puis ça faisait partie de ce qui était annoncé aussi
Donc, la même chose pour le formulaire papier. Donc, il faut penser à tout ça, en fait, dans le déploiement de nos outils parce que avec la conformité, l'année qu'on vient de vivre pour se conformer à la loi 25, en tout cas au Québec, là, c'est cette loi-là. Faut être très, très prudent dans la façon dont on collecte la donnée, puis après, de la façon dont on va l'utiliser. Puis la deuxième question, c'était est-ce qu'on était content ou surpris de la participation? En toute franchise, on s'était fixé un objectif de 500 formulaires remplis. Donc, en toute transparence, c'est sûr qu'il y a eu des endroits où il y a eu une très, très, très grande participation, puis il y a eu d'autres organisations qui ont eu un peu plus de difficultés à faire remplir les formulaires. Puis en ce moment, on est vraiment en train d'analyser donc pour pouvoir mieux soutenir, aider, améliorer le processus. Puis c'est intéressant parce que là, on a vraiment de la rétroaction un peu partout. Puis nous-mêmes, l'équipe de Culture pour tous, on s'est déployé sur le territoire pour aller sur les lieux de collecte de données, pas tous, mais beaucoup, pour voir comment ça se passe, pour observer, pour apporter un meilleur appui par la suite. Pour l'équité des questions entre virtuel et réel, je vois dans le chat une question de Isabelle Larouche. Est-ce qu'il y a un lien entre le projet Culturepédia et le projet de la vitrine Métamusique volume turbine sur la centralisation, ça défile ici, sur la centralisation des données dans l'industrie de la musique? Si oui, lequel? Oui, ben, il y a plusieurs, oui. Il y a plusieurs. Premièrement, vous dire que oui, la vitrine est partenaire de Culturepédia et nous, en ce moment, le travail qu'on fait aussi s'inscrit dans une volonté plus large de travailler dans le même sens au niveau de la structuration de nos données. Donc, tout le travail qui est fait au niveau de la description, par exemple, des données, des arts de la scène et tout ça, la description des activités, ça fait partie de notre démarche. Et même Culture pour tous, comme organisation, au niveau de la façon dont on va collecter les données qui décrivent les activités des journées de la culture, on est en train de changer nos façons de faire pour pouvoir s'arrimer, parce que quand on parle de structuration et d'interopérabilité, je ne l'ai pas dit comme il faut, mais c'est pas grave, on comprend. C'est important. C'est important, dans le fond, on s'est engagé d'ailleurs officiellement auprès de la vitrine et des autres organisations à travailler dans le même sens, donc à décrire les activités de la même façon pour qu'au bout du compte, on puisse déposer ça dans des structures communes pour pouvoir en profiter. Là, je parle de données descriptives, je ne parle pas de données d'usage. C'est important de distinguer les deux, mais je dirais que tous ces acteurs-là, incluant nous, on travaille sur plusieurs aspects, plusieurs facettes, en fait, autour de la donnée culturelle. Et nos travaux se complètent, se répondent et s'appuient, dans le fond. Une autre question dans le chat de Laurent Rosenschwag. Excuse-moi Laurent, j'assassine ton nom à chaque fois, mais bon, heureusement, je vais te payer une bière bientôt. Est-ce qu'il y a une volonté d'ouvrir vos données afin que les citoyens ou des organismes culturels puissent jouer avec vos données? Est-ce que vous parlez de vos données, des données de Culture pour tous ou des données des journées ou des données dans Culturepédia? Parce qu'il y a... Alors, je vois Laurent en train de tapoter. Je vais te préciser. Données de Culturepédia. Oui. L'idée, c'est une très bonne question. On est vraiment en train de réfléchir à plusieurs aspects, dont le futur de Culturepédia. Donc, est-ce que Culturepédia, pour le moment, c'est un projet qui est porté par Culture pour tous avec le soutien des partenaires? Est-ce que c'est un projet qui va être amené un jour à vivre de ses propres ailes? Donc, est-ce que cette fiducie-là deviendra autre chose ou quelque chose d'indépendant de Culture pour tous? Et à partir de ce moment-là aussi, ça a été prévu dans le cadre de la fiducie qu'il y ait des accès. Donc, évidemment, l'idée, c'est que les citoyens, je dis les citoyens, mais on est tous des citoyens, là, je veux dire,
que les citoyens ou les contributeurs de données, que les gens puissent accéder, en fait, avoir une vue sur les activités de la fiducie. Donc, il y a une transparence au niveau de ce qui se fait dans la fiducie d'utilité sociale. Ça a été prévu. J'ai perdu mon idée pour la deuxième partie de ma réponse, mais est-ce que tout le monde va pouvoir aller jouer dans les données? Peut-être pas. Juste au niveau technique, ça risque d'être peut-être un peu complexe. C'est sûr qu'on veut assurer un niveau de transparence, puis l'idée, c'est de rendre accessible justement l'usage de ces données-là et de rendre accessible les savoirs qui vont se dégager de cette mutualisation-là des données. Oui, parce qu'il y a vraiment une différence entre l'accès aux données et l'accès aux savoirs qui vont avoir été créés grâce à ces données-là, d'une part. Deuxièmement, on s'entend que la fiducie, c'est pour ça qu'on a créé la fiducie, pour maintenir un niveau de sécurité important par rapport à cette donnée-là, qui par la suite, une fois qu'elle sera croisée avec d'autres données, que ce soit au niveau de la santé ou de d'autres secteurs, ou même avec d'autres données culturelles du même secteur, donc, à ce moment-là, les résultats, eux, vont pouvoir être rendus publics. Maintenant, de quelle façon on va articuler tout ça? On est justement en train de prévoir le tout, et c'est la raison pour laquelle les fiduciaires qui sont en place actuellement se rencontrent systématiquement à tous les mois pour faire valoir justement ces questions-là et lancer les discussions qui sont toujours encadrées par un groupe de professionnels avec nous qui nous assurent donc justement de respecter le caractère sécuritaire et éthique de la fiducie. Merci Anastasia, merci Michel. Normalement, c'est un rendez-vous qui dure une demi-heure et c'est certain qu'on pourrait poursuivre toute la journée. J'ai quand même une question ou observation ou quelque chose que j'aimerais que vous nous racontiez succinctement si c'est possible. C'est impossible. C'est ce que je trouve intéressant parce que là on parle beaucoup un peu des processus de récolte de données, les résultats que vous êtes en train d'analyser, mais il y a tout un travail avant ça colossal de transformation même de culture pour tous, parce que, et c'est la réalité pour tous nos organismes en culture, que ce soit au Québec ou en francophonie canadienne, c'est que nous ne sommes pas des organismes pro du numérique. C'est peut-être même pas dans notre mandat, c'est pas dans notre vision d'être des machines du numérique, mais on est plongé dedans et donc forcément, il faut qu'on s'y adapte. Ce que j'aimerais que vous nous racontiez succinctement, puis parce que j'y ai participé, c'est les ateliers de co-création et comment vous avez consulté les différents conseils régionaux de la culture au Québec pour sensibiliser sur les enjeux de la donnée, raconter ce qu'était la volonté de Culturepédia et comment, en fait, même pour Culture pour tous, à un moment donné, vous avez vraiment fait le bilan de regarder en arrière toutes les données que vous aviez, parce que on dit souvent qu'on manque de données. C'est pas vrai, on en a trop. C'est juste qu'il faut faire le tri. Et dans cette infobésité de données, à un moment donné, vous vous êtes dit, OK, mais c'est quand même incroyable. On a énormément de données sur l'organisation des journées de la culture, mais on n'a pas ou trop peu de données sur les publics et donc les impacts des événements qui sont créés un peu partout au Québec depuis 2 décennies. Comment, tout d'un coup, vous avez dû adapter le formulaire, re-questionner, sans qu'on tombe dans du marketing ou de la communication à la fin de la récolte de la donnée, mais vraiment de mesurer de l'impact autant que possible, bien que l'exercice n'est pas fini d'avancer. Et sans tomber en même temps, Sven, dans le caractère beaucoup trop scientifique de la donnée. Il faut rester dans un cadre digeste, si je peux oser m'exprimer ainsi. Moi-même, j'ai vécu l'expérience quand je suis arrivé à Culture pour tous il y a 2 ans et qu'on me parlait du projet qui, à ce moment-là, avait un nom qui était très, très long, qui parlait de mutualisation, entre autres, de la donnée, il a fallu qu'on m'explique ce qu'on entendait par données. C'était quoi les différentes données? C'est quoi qu'on a comme données dans nos organisations? Et tout ça, c'est des réflexes, en effet, à apprendre. Et c'est pas évident. Et tout ça, on est en train de grandir ensemble avec tous nos partenaires en ce moment. Il y a eu beaucoup de partenaires impliqués. Il y en a beaucoup encore, entre autres aux matinées numériques, entre autres à d'autres actions, d'autres initiatives qui ont été mises en place pour justement qu'on raffine notre
notre définition de la donnée, nos réflexes par rapport à la donnée. Bien entendu, Anastasia, je te laisse continuer, mais disons que c'est un travail de chaque instant. C'est un travail de chaque instant pour se ramener, même à l'intérieur de notre organisation, d'identifier c'est quoi la donnée qu'on avait. Est-ce que cette donnée-là, on peut aller la chercher? Est-ce qu'on peut la nettoyer? Est-ce qu'on peut la prendre? Avec tout le cadre légal, également, on a besoin d'être accompagné et c'est ce que nous permet, nous, en ce moment, Culturepédia, d'être accompagné par des professionnels, notamment au niveau légal, pour savoir où est-ce qu'on s'en va là-dedans pour protéger cette fameuse donnée-là. Anastasia? Oui, bien, concernant les ateliers de co-création, c'est intéressant parce que effectivement, tout ce qui a précédé Culturepédia et on continue de le travailler de cette façon-là, c'est toujours en concertation avec le milieu. Donc, on n'a jamais imaginé tout seul dans notre coin tout ça. Là, c'est vraiment en concertation et en réponse. Les ateliers de co-création, vous allez trouver le rapport de ces ateliers-là sur le site de Culturepédia. Donc, l'idée, c'était de se promener un peu partout dans les régions et tout, et d'aller voir les gens terrain et tout ça, puis de pouvoir réfléchir avec eux. C'est une proposition de travailler un peu sur ce qu'on pourrait appeler un parcours utilisateur. Donc, dans comment on pense nos activités, comment on les déploie, l'avant, le pendant, l'après, et comment le contact, en fait, les points de contact se font avec les citoyens ou les publics, peu importe comment on les nomme, et de prendre conscience des traces numériques que les gens laissent, qu'on peut récupérer facilement, mais tout l'aspect non numérique, en fait, qui est plus de l'ordre de ce qui nous intéresse, donc de l'impact que les activités ou que le contact avec la culture peut avoir chez les gens. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va se présenter dans une activité auquel il ne serait jamais allé auparavant? Donc, on a vraiment réfléchi de concert avec le milieu sur tout ce parcours-là. Puis ça faisait prendre conscience, en fait, au niveau de la donnée. Donc, déjà prendre conscience au niveau des habitudes qui sont déjà existantes, parce qu'on est vraiment des collectionneurs de données, je pense, dans le milieu culturel. Il y en a qui ne le savent pas, mais je veux dire, ils ont une mine d'or de données dans leur fichier Excel sur leur serveur. Donc, c'est un peu ça la démarche des ateliers de co-création. Puis, dans le fond, c'était un peu pour essayer à la fois de vulgariser et d'expliquer c'est quoi la donnée, puis comment on la génère au quotidien, puis comment on peut s'en servir, en fait. Et de nous permettre justement de développer ces réflexes-là de compréhension de ce qu'est la donnée et que nous l'avons déjà dans nos mains. Et ultimement, les ateliers de création nous ont permis aussi de commencer à explorer quelle est la donnée qui nous manque. Quelle est la donnée qui nous manque pour pouvoir justement arriver à nos fins de prouver l'impact de la culture et tout ce cheminement-là de la donnée justement et des points d'entrée dont vous parlez Anastasia nous ont permis de commencer à identifier les endroits où il faut aller creuser, où il faut continuer à aller travailler au cours des prochaines années. Ce qu'on appelle les trous dans la raquette. Anastasia et Michel, merci infiniment. Avant de nous quitter, je vais demander au public de Air Ouverte d'appuyer sur la touche Z. Je vais demander au public du Centre national des arts de se lever et esquisser quelques pas de danse. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Tous les écrans vont s'allumer et vos claviers vont s'animer en même temps. Donne-moi du data, mais-en de la donnée. Dans le champ numérique, on jase découvrabilité. Mais-en de la donnée, donne-moi du data. Le web sémantique, c'est pas pour effrayer Tada. Spéciale dédicace pour Michel Vallée. J'apprécie tellement, Sven, mais quelle performance. Je suis tellement déçu de ne pas être avec vous physiquement. Écoute, il faut absolument qu'on reprenne ça. Bravo. Merci.